Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de partager avec vous certaines de nos expériences sous un titre Nouveaux lieux, nouveaux liens. Vous verrez un peu qu'on va parler des deux en même temps. Et je rebondis sur les paroles que j'ai entendues ici en introduction pour cadrer un peu mon intervention, qui n'est pas du tout celle d'un expert en sciences de l'éducation ou en pédagogie. En fait, moi, si vous me connaissez ou pas, je suis professeur de biologie cellulaire et moléculaire. Donc, je suis un prof de fac et je ne suis pas un expert dans les méthodes pédagogiques. Ce que j'ai envie de faire avec vous ce matin pendant une demi-heure, et on aura un petit quart d'heure de questions juste après, c'est de partager des expériences. Certaines sont mes expériences, d'autres sont celles de mes collaborateurs, pas toujours à la Cato d'ailleurs, dans d'autres universités, dans des lycées, des collèges, dans lesquels on s'aperçoit que quand on parle de lieu ou de lien, c'est extrêmement lié. Des fois, quelquefois, on utilise des termes de tiers-lieux. Ça serait intéressant d'utiliser aussi parfois les termes de tiers-liens. Est-ce que dans ces lieux, il se passe des choses différentes ou pas ? Donc c'est une façon aussi de repenser la façon de transmettre de l'information, de la connaissance, mais aussi la façon dont nos élèves, étudiants, apprentis, et Thierry l'a dit tout à l'heure en introduction, dans les entreprises aussi, qui sont très friandes d'innovation pédagogique, la façon dont des chefs, des experts transmettent de l'information et réfléchissent avec leurs collègues, salariés. Donc l'innovation pédagogique et le management, il y a beaucoup de liens et de croisements. Alors voilà un lieu que je pratique, que vous pratiquez sans doute aussi. Est-ce que ça, c'est un nouveau lieu ? Est-ce que ça permet des nouveaux liens ? Est-ce que ça c'est un learning lab, meeting lab, creative lab, media lab, un amphilab ? Nous, on a une salle, une cuisine à l'université, on a appelé ça un cooking lab, ça fait super moderne, mais en fait, c'est une cuisine. Et on discute et il y a des liens importants. Ça, c'est un lieu qui, pour beaucoup de profs ou d'étudiants, fait penser à de la transmission classique, ce qu'on appellerait le 1.0. Et là, on se dit, c'est un ancien lieu et il y a des anciens liens. Peut-être qu'il y a du matériel un peu plus moderne aujourd'hui. Et puis on se dit ça, c'est fait pour 2-3 activités assez classiques. On transmet de la connaissance aux élèves, charge à eux d'absorber, de comprendre. Alors ils vont poser des questions en cours, éventuellement. Hein. Ça dépend. Hein. Quelquefois, vous pouvez faire cours dans une salle avec 30 élèves et vous leur demandez, vous avez une question, personne ne lève le doigt. Nous, on a des fois des amphis, 650 élèves, et quand on pose une question, il y a 5-6 doigts qui se lèvent. Donc ça dépend de l'intérêt. Le premier lien qu'on essaye d'avoir, c'est le lien avec les élèves, avec les étudiants. C'est-à-dire, c'est la façon dont on va communiquer, les attirer. Et vous savez tous que même si vous leur demandez de comprendre, d'absorber ou même de travailler, eh bien, ils sont comme nous. Hein. Il n'y a rien qui ressemble plus à un élève qu'un prof, c'est très facile, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a envie de faire autre chose. Et donc peut-être qu'une nouvelle façon dans un amphi, comme vous l'avez vu, d'établir des nouveaux liens, c'est pas forcément d'accrocher des tableaux interactifs intelligents, du matériel qui bouge et autres, c'est peut-être de créer une attention, cette sorte d'interactivité qui fait que tous les 20 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, il se passe quelque chose. Alors il y a des innovations pédagogiques qui imaginent d'utiliser des liens nouveaux, des lieux nouveaux. Et on crée des centres pédagogiques, des salles d'expérimentation. On travaille en îlot, je vais vous montrer quelques exemples. On a des tableaux, vous voyez par exemple même ici, il peut y avoir des murs acoustiques, des tableaux, des façons d'utiliser aussi la technologie, des façons d'utiliser aussi le crayon, les feutres, le papier, de manière à créer des liens. Les liens, c'est pas toujours entre le sachant et les apprenants, mais c'est aussi, est-ce que vous voulez que dans vos pédagogies, est-ce que moi j'ai envie que dans ma pédagogie, il y ait plus de liens entre mes élèves ? Par exemple, l'exemple de classe renversée que je mène à Lille depuis 5-6 ans, quand on me pose la question, est-ce que ta classe renversée améliore les résultats de tes élèves aux examens ? Non, pas du tout. J'ai aucun changement parce que je n'ai pas imaginé cette innovation pédagogique avec cette nouvelle salle pour augmenter le résultat aux examens. J'ai imaginé cette innovation pour qu'il y ait plus d'interaction et de liens entre les élèves. Il y a une compétence, hein, c'est assez connu, mais j'aime bien la répéter, il y a une compétence qui est attendue par le monde sociétal, par toutes les entreprises, qui est une compétence majeure. C'est Salman Khan qui dit ça dans son livre « L'éducation réinventée ». Cette compétence qui n'est pas notée à l'université ou à l'école. Il n'y a personne qui peut dire « je suis mention très bien dans cette compétence ». Ça viendra maintenant avec les approches par compétence. Mais cette compétence, c'est la capacité qu'a un élève à aider son camarade de classe. Un élève qui aide son camarade de
de classe. Demain matin, c'est un collègue qui va donner des coups de main, aider ses collègues de travail. Ça veut dire les aider, pas forcément dans la même matière, mais créer un lien qui fasse qu'à un moment donné, il peut se sentir utile. Donc, on peut innover dans des espaces pour améliorer l'interaction, les liens entre les élèves. Vous pouvez aussi innover dans des nouveaux lieux avec de la technologie pour améliorer juste la façon dont ils ont accès à l'information. Par exemple, on peut imaginer de renverser, inverser les classes, les bouger. Il y a beaucoup d'adjectifs aujourd'hui. Si vous regardez dans la bibliographie, les classes inversées, il y a au moins 3 niveaux différents, selon Marcel Lebrun. Les classes renversées, c'est du do-it-yourself. Ça ressemble à de la classe inversée niveau 3. Vincent Fayet, qui va sortir son livre dans très peu de temps. Les classes mutuelles, les classes flexibles, les classes interactives, etc. Plein de classes. Et en fait, tout ça, c'est juste des classes collaboratives. C'est juste des nouvelles façons de créer des liens entre les élèves. Donc vous voyez, dans la boule de gauche, vous avez un système classique et dans la boule de droite, ça bouge. Vous imaginez des liens différents entre les élèves, entre les étudiants. Comment vous allez les solliciter, ces liens? Et comment vous allez interagir si vous êtes enseignant? Quelquefois, vous êtes enseignant, mais quelquefois, vous êtes aussi participant. Et quand je dis enseignant, Thierry l'a dit aussi tout à l'heure en introduction par rapport au type d'atelier pédagogique. Il n'y a pas que les enseignants qui peuvent améliorer les interactions entre les étudiants, mais tout l'ensemble du personnel universitaire. Ça veut dire les ressources numériques, les administratifs, les techniciens, et puis les entreprises, les collaborateurs que vous avez en dehors de l'université. On sous-estime très souvent les autres profils que les sachants et les profs pour améliorer une innovation pédagogique dans une classe. Donc voilà un type de salle qu'on pourrait donner interactive. En fait, ce n'est pas un modèle à recopier, parce que rien ne se copie en innovation pédagogique, c'est plutôt des inspirations. Des fois, on voit à la télé des choses, des sous-titrages à ne pas reproduire chez vous, ou éloigner les enfants. Mais moi, je dis la même chose pour les profs qui veulent innover. Venez voir nos expérimentations pédagogiques, mais surtout ne les recopiez pas. Parce que c'est incopiable. Et même nous, d'ailleurs, on ne se copie pas. C'est-à-dire que si vous êtes engagé dans une innovation pédagogique, dans des salles que vous allez adapter au fur et à mesure, vos innovations, vos méthodes vont bouger, vont changer progressivement. Et même l'aménagement de la salle peut changer. Moi, la première année, il y a 5 ans ou 6 ans, où j'ai imaginé cette classe renversée, c'est-à-dire où ce sont les élèves qui font cours, les étudiants de licence qui font le cours, et moi, je deviens l'étudiant, eh bien, je n'avais pas de salle intelligente. J'ai juste contacté un de mes collègues qui était enseignant en physique-chimie et qui avait un laboratoire avec des tables, avec des feuilles, des tableaux, et on a monté la première expérience de classe renversée dans un laboratoire de sciences physiques, juste en bougeant les appareillages. On n'avait pas de Velleda, on n'avait pas de tableau intelligent, on n'avait pas d'écran plasma. Par contre, on avait des choses incroyablement modernes, des feuilles de paperboard, du scotch, des feutres et puis des ordinateurs, ce qui nous a permis de faire des projections avec des petits barcodes et de faire travailler les élèves sur du papier, ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des salles, si vous voyez, avec du numérique, les étudiants sont connectés, mais on utilise aussi beaucoup les feuilles, le papier. On a des tableaux sur roulette, je vais vous montrer un exemple d'utilisation. Et puis on a même, ce qui est représenté en vert, ici vous le voyez, des plaques aimantées. Ça ressemble à des tableaux en Velleda, sauf que vous pouvez les décrocher et vous pouvez faire travailler les élèves à l'horizontale. Et ça change tout. Parce que des étudiants qui travaillent debout, des étudiants ou des profs qui travaillent sur un tableau vertical, des doubles faces, travailler sur des plans horizontaux ou inclinés, eh bien, il se passe des choses différentes. Un exemple tout bête, si vous êtes des groupes d'étudiants, de 5 à 6 étudiants, et que vous leur demandez d'écrire collectivement sur un tableau, eh bien, les 2 premiers sont au feutre, au tableau, les autres sont derrière, et vous en perdez rapidement un qui peut être sur son téléphone ou sur son ordinateur. Alors que quand ils sont autour d'une table, et des groupes de 5 ou 6, c'est très performant, autour d'une table, c'est comme s'ils participent et ils voient quelquefois les représentations des autres à l'envers. Et ça fait réfléchir, ça fait fonctionner le cerveau. Et autre chose qu'on a remarqué d'incroyable, c'est des tableaux à double face. Quand vous faites travailler des étudiants des 2 côtés du tableau, eh bien le fait de savoir qu'il y a de la vie derrière, eh bien ça ne se passe pas de la même chose, de la même façon. Donc si vous demandez à 2 groupes d'étudiants de répondre à la même question en disant on va comparer vos réponses, eh bien, vous avez 5 étudiants qui travaillent d'un côté, eh bien, ils sont tentés d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et vous pouvez créer des rotations, faire bouger les étudiants d'un groupe à l'autre.
En tout cas, il n'y a pas de nouveau lieu, il n'y a pas de lieu pédagogique, je dirais, efficace si ce n'est pas associé à une méthode. Autrement dit, si vous entrez dans un lieu que l'université, l'école, l'entreprise a créé pour vous, avec toutes les possibilités d'interaction, et que vous l'utilisez comme un ancien lieu, eh bien, il ne se passe rien. Donc vous avez juste dépensé beaucoup d'argent pour faire du PowerPoint, dont on sait très bien que le PowerPoint, à part quand on fait des dessins ou des choses bizarres, mais que le PowerPoint, eh bien, ça endort les gens, et qu'au bout d'un quart d'heure, ben, ça endort presque tout le monde. Eh bien, vous interrogez vos élèves, à la fin, vous leur dites « C'était bien la séance de cours dans ce nouveau Learning Lab ?» Alors ils vous répondent « Ah oui, on était en îlot, mais franchement, 2 heures de PowerPoint en îlot, j'ai mal au cou, je préfère largement l'amphi tel qu'on le vivait avant. » Alors les nouveaux lieux, les nouveaux liens, c'est pas toujours dans l'école, c'est pas toujours dans l'université. Il y a les classes inversées. Alors on fait travailler les gens chez eux, on leur dit le cours est fait à la maison. Enfin je caricature hein, parce que ça c'est la classe inversée qui fonctionne pas. Autrement dit, faites le cours à la maison puis on fait les devoirs en classe. Celle-là, on sait qu'elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne fonctionne que pour les élèves adaptés au cours normal. Donc les autres qui ont des difficultés devant le prof, ben, ce n'est pas parce que vous les larguez chez eux en bibliothèque ou par équipe qu'ils vont s'en sortir. Par contre, il y a des classes inversées beaucoup plus, je dirais, travaillées. Mais on peut très bien utiliser aussi les lieux autres que ceux de l'université, d'inciter les élèves à travailler plus efficacement à distance. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quand on crée une innovation pédagogique, les élèves au départ disent « Waouh, ça les intéresse ». Par contre, très rapidement, ils se lassent de l'innovation pédagogique. Et surtout, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que l'innovation pédagogique leur donne plus de boulot chez eux que d'habitude. Autrement dit, ils vont m'écouter, moi, pendant 1 heure. Ok, ils me supportent pendant 1 heure. Je fais des cours normaux aussi. Ils vont travailler 1 heure chez eux, et puis ils se disent, bon, ça fait 2 heures de boulot. Par contre, si je leur dis, travaillez chez vous 3-4 heures, ensuite on fait des exercices d'1 heure, et après vous devez comprendre, ils ont vite compris que ma fameuse innovation pédagogique, au lieu de les faire bosser 2 heures par chapitre, ça va leur faire 6 à 7 heures. Alors c'est très efficace, mais ça ne fonctionne pas parce que pour eux, le temps, ben, c'est un ennemi. Tout à l'heure, j'ai dit que ce qui ressemblait à un élève le plus, c'était un prof. Le prof, c'est pareil. Hein. Ah, j'aimerais bien faire de l'innovation pédagogique comme toi, mais c'est de l'investissement. Tu mets combien de temps? Ça t'a pris combien? Et puis, vous dégoûtez les profs de faire de l'innovation pédagogique parce que c'est chronophage. Même réaction que les élèves. Et on peut très bien imaginer d'inciter les élèves à travailler chez eux de manière, je dirais, agréable. Alors, je n'ai pas le temps de l'expliquer en détail, mais si ça vous intéresse, je partagerai avec vous volontiers. On a créé un devoir surveillé, non surveillé, qui ne finit jamais, tel que les étudiants continuent à remplir les copies une fois que la copie est corrigée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que les étudiants continuent à remplir des copies alors qu'elle est déjà corrigée, et quelquefois, 15 jours après la correction, la copie, le contenu est 10 fois meilleur que ce qu'il y avait au début quand vous avez mis la note. Eh bien ça a permis de faire travailler les élèves chez eux grâce à des méthodes nouvelles dans des lieux innovants, parce qu'il a fallu des ordinateurs, des tablettes, et il a fallu créer une émulation pour que les élèves aient cette interaction entre eux de manière plus ludique. Ça, c'est un autre exemple, le changement de posture. Alors là, franchement, vous avez un prof qui change de posture. C'est-à-dire que la classe renversée, ce n'est pas... c'est renversé. Ce n'est pas faites les cours à la maison et les devoirs en classe. La classe renversée, c'est beaucoup plus simple. C'est à partir de maintenant, le prof ne fait plus rien et les étudiants font tout. Donc on le teste depuis 5 à 6 ans, il y a des ouvrages, il y a des articles. Les étudiants doivent construire les cours, construire les chapitres, faire les plans, écrire les chapitres, trouver l'iconographie. Ils peuvent aussi monter des films, aller en chercher où ils veulent. Ils travaillent au tableau, ils exposent. Et il n'y a plus qu'un seul élève dans la classe, c'est le prof. Alors ça, c'est un exemple, hein. C'est juste un exemple. Les étudiants font le cours et le prof devient l'élève. Ça marche. Hein. Les étudiants disent « mais c'est pas possible, c'est vous le prof. » Non, mais vous êtes 50 étudiants, 50 cerveaux, et moi, je suis le meilleur élève de la classe. Vous savez, ça fait 35 ans que je redouble, donc je connais la génétique par cœur. Et donc, testez votre cours sur moi. Et donc, ils ne vont pas tester tout le cours, mais des chapitres fondamentaux. Ce qui fait que, quand c'est correct, ils voient à ma tête que ça fonctionne. Par contre, quand je pose des questions, et je ne suis pas le seul élève parfois, parce que quand l'équipe 5 expose le chapitre 3, eh bien les équipes 2, 7 et 8 sont derrière moi et je suis leur copain de classe pendant un moment donné. Donc il faut faire du changement de posture. Si vous faites de la classe inversée, de la classe renversée, si vous faites des cartes mentales, si vous utilisez des apprentissages par projet, si vous utilisez Wikiradio, Web TV, il y a plein d'outils
Nous, on teste des tas d'outils pédagogiques différents. Mais si vous gardez votre posture de prof, eh bien, ça bloque. Donc, si vous avez des élèves à qui vous avez donné la liberté d'interagir et de créer des choses, et qu'à peine ils ont commencé à exposer, vous leur dites « Ah non, attendez, il y a une erreur. Commencez déjà par corriger ceci. » Ou si vous êtes prof de langue et que vous braquez sur l'accent, les verbes irréguliers d'entrée, eh bien, ce qui va se passer, vous allez couper la communication. Et donc, il faut laisser les élèves, quand vous leur donnez certains types d'interactions, faire des erreurs. Et avec les erreurs, en travaillant et en discutant sur ces erreurs, eh bien, on ancre beaucoup plus l'apprentissage. Donc, dans ma classe, par exemple, mais c'est vrai dans plein d'autres méthodes, hein. Vous savez, les méthodes pédagogiques innovantes, en France, il y a un engouement assez important depuis 6, 7 ou 8 ans, on va dire une dizaine d'années. Mais dans certains pays, si vous voyagez, si vous faites ce qu'on appelle, on dirait des voyages apprenants, mais des learning expeditions, c'est beaucoup plus sexy. Si vous bougez, que vous voyagez, ou dans le cadre de ce réseau de Learning Lab Network, si vous échangez entre vous, on peut faire des voyages en partageant avec les collègues, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de pays qui ont utilisé ces méthodes de connexion. Et ça permet aux élèves de faire un mixte entre de la connaissance que vous mettez à leur disposition et puis de la connaissance qu'ils vont chercher. Donc vous allez aussi, dans des nouvelles façons d'aller explorer d'autres lieux, leur apprendre quelque chose que les très bons élèves, vous savez, ceux qui ont des bonnes notes, hein, ils sont tous bons les élèves, mais il y en a qui sont très bons parce qu'ils sont académiquement adaptés au système. Et bien ceux-là, ils n'aiment pas le tri et le discernement. Ceux-là, ils aiment bien que le prof leur expose la vérité pure. Voilà comment ça se passe, les bonnes questions, les bonnes réponses. Et si vous leur mettez un jour un 18 sur 20, vous devez être capable de leur dire pourquoi vous avez retiré 2 points. Tandis qu'avec ces méthodes collaboratives, ces nouvelles façons de faire interagir les élèves entre eux, vous permettez des erreurs, de discuter sur des difficultés. Et puis, il n'y a pas toujours la bonne question. Il y a aussi la façon de poser la bonne question, et puis il peut y avoir plusieurs réponses. Et bien ça, trier avec discernement, en allant chercher sur le web et en faisant du référencement, figurez-vous que nous, ce qu'on observe, et je le répète, je ne suis pas un expert des sciences de l'éducation, par contre je l'observe tout le temps en cours, et en partageant avec mes collègues, il y a des élèves qui veulent la vérité pure et dure, donnée par le prof, et puis vérifier, contrôler. Si bien qu'aujourd'hui, vous savez quelle est ma source documentaire qui marche le mieux dans ma classe ? C'est pas Google, Wikipédia, les réseaux de recherche et même la bibliothèque numérique en réseau. Hein. C'est les bouquins. Et depuis 6 ans, ils veulent des livres. Et donc ma bibliothèque, elle est sur un chariot. Et quand je fais cours, il y a toute ma bibliothèque sur un chariot. Ils se servent et ils lisent. Pendant 25 ans, mes bouquins, ils étaient dans mon bureau, bien propre, bien rangés. Aujourd'hui, ils sont complètement écornés, retournés. Vous verriez leur tête, ils sont remplis d'ADN, hein, parce que à force de les triturer. Parce qu'il y a des élèves qui disent « Ah ben le livre, au moins, tout est vérifié là-dedans ». Et c'est très intéressant de noter que le numérique ramène le papier. Donc il y a un lien, ce n'est pas une opposition. L'innovation pédagogique, elle ramène l'enseignement académique. Donc l'amphi que je vous ai montré tout à l'heure, il ne faut pas l'éliminer en disant « je veux faire tous mes cours dans le Learning Lab ». Parce que si vous faites de l'innovation dans le Learning Lab avec des interactions, d'un seul coup, il y a des élèves qui vont avoir envie, comme c'est avec moi, s'il vous plaît, monsieur, pendant un quart d'heure, vous pourriez redevenir un peu normal et nous refaire un cours de génétique normal parce que j'ai envie de comprendre des fondamentaux que je n'arrive pas à comprendre avec mes collègues. Et si vous avez un collègue, quelqu'un qui bosse avec vous la même matière et qui, lui, il entend pas ces méthodes, hein, lui, il fait son cours classique, eh bien, il y a des répercussions sur son cours parce que d'un seul coup, il y a un élève qui va lui poser une question alors qu'il se dit « mais il ne va jamais poser une question, cet élève-là ». Ben oui, forcément, parce que dans d'autres types d'interactions, vous l'avez intéressé. Alors ça existait depuis très longtemps. Hein. Vous savez, je ne vous l'apprends pas. Il y a le cours magistral, l'amphi, il y a les exercices, les TD, il y a les travaux pratiques, le laboratoire, il y a les stages. On sait depuis longtemps qu'il y a plein d'endroits. La transmission, le cours, les TP, les TD, les exos, les stages, etc. Et donc tout est cloisonné, tout est segmenté. Par contre, utiliser les bonnes idées des profs en exercices TP, TD et stages et les mettre dans le cours magistral, c'est ça que les profs n'osent pas. On n'ose pas toucher au cours magistral. Alors que toutes les méthodes d'innovation pédagogique performantes que vous voyez en cours magistral, elles sont toutes inspirées du terrain, du laboratoire, des exercices et TD. Et si vous allez voir des profs qui font des TP, TD, exos et stages, il n'y a rien qui les empêche. Souvent, ils prennent 20 minutes, un quart d'heure, ils arrêtent la pratique et disent « je vais vous refaire une petite remise à niveau ». Et pourquoi on ne le ferait pas dans l'autre sens ? Et dans l'autre sens, ça marche super bien.
Donc voilà, des nouveaux lieux. J'ai provoqué mes étudiants la première fois que je leur ai proposé la méthode. Je leur ai dit, on va oublier que je suis prof, on va oublier que vous êtes des élèves, parce qu'il faut leur expliquer pourquoi vous faites l'innovation pédagogique. Il ne faut surtout pas leur dire ouais, c'est l'ancien monde, je vais vous montrer maintenant comment on fait, je suis le prof moderne. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que si vous stigmatisez les anciennes méthodes et les nouvelles, c'est une catastrophe. Alors je ne vous raconte pas les premiers de la classe, hein. Ça sera les premiers à faire la révolution. Donc moi je leur ai dit, je vous propose une façon de travailler plus interactive, de plus vous responsabiliser. Et j'ai utilisé un langage qui parfois choque les profs, mais c'est fait exprès. Parce que si vous ne choquez pas, vous ne maintenez pas l'attention. Mais c'est choqué, je dirais, de manière bienveillante. Je leur ai dit, je ne suis plus un prof, je suis un chef d'entreprise. Et ma classe, je vais en faire une start-up. Et donc, vous êtes mes collaborateurs. Et vous savez ce qu'elle fabrique, ma start-up? Enfin, notre start-up, mes chers collaborateurs? Eh bien, elle fabrique de la connaissance en biologie cellulaire et moléculaire. Donc, on va fabriquer ensemble des chapitres de génétique. On travaille par, alors, je ne leur ai pas dit unité de production, mais on travaille par équipe, par travail. On a mixé. C'est-à-dire que tous les outils qu'on utilise dans la salle, les tableaux interactifs, le papier, le graphique, les documents collaboratifs, eh bien on le fait par équipe et les équipes ne sont pas faites au hasard. Pour produire de la connaissance avec des élèves, eh bien, on a utilisé des méthodes qu'on trouve inspirées des designers. Vous savez, le fameux design thinking, coworking, ces nouvelles façons de travailler. Ben, il y a plein de sources d'inspiration qu'ont les architectes, les designers, que n'ont pas les HDR, les profs, les directeurs, les docteurs, parce qu'on n'a pas été formés de cette manière-là. Donc voilà, dans ma classe, vous avez des élèves qui travaillent comme ça, par équipe de 6, et vous avez exactement les postures de mes élèves. Et donc, quand vous rentrez, vous avez l'impression que c'est la récré ou qu'ils s'amusent, mais ils sont en train de produire. Parce que, par exemple, je leur donne tous la même note. Alors, on crée des choses. Hein. Vous êtes 6 étudiants, tout le monde aura la même note. Même celui qui fait rien. Si je mets 18 sur 20, tout le monde aura 18 sur 20. Ah, mais monsieur, c'est pas juste, il n'a rien fait. Bah, c'est à vous de vous organiser. Hein. Parce que si vous laissez quelqu'un ne rien faire et avoir 18 sur 20, je plains votre vie professionnelle. Hein. Parce que quand vous serez au boulot, ça sera vous qui vous taperez tout le travail pour que le service il soit efficace. Donc, ils arrivent très bien à s'organiser entre eux. Et donc là, les étudiants, selon leur niveau, eh bien, ils vont chercher de l'information, la trier, l'échanger. Ils peuvent l'écrire. Il y en a qui préfèrent travailler sur des tablettes, des téléphones. Le téléphone, c'est super intéressant. Hein. J'ai des étudiants, ils sont super efficaces avec leur smartphone. Et puis, ils ne savent pas très bien taper sur un clavier. Par contre, il y en a d'autres qui préfèrent travailler sur du dessin. On commence maintenant à travailler avec la 3D, des maquettes. C'est parce que les cours sont souvent limités. Quand vous avez 2 heures de cours, c'est difficile d'utiliser de la pâte à modeler, des chamallows, des Lego ou des imprimantes 3D. Par exemple, fabriquez-moi une enzyme, expliquez-moi son fonctionnement et imprimez-la en 3D. S'il faut 6 heures pour l'imprimer en 3D, il faut trouver une occupation pendant ce temps-là. Voilà, donc on a des méthodes que l'on peut organiser de manière manuelle. Donc là, j'organise le cours dans ma salle de manière manuelle. Ça s'appelle les tableaux tournants. C'est comme des dossiers collaboratifs. Ça existe aussi en numérique. Toutes les méthodes qu'on utilise en pratique, papier, Velleda, on peut les faire en numérique. La seule différence que je vois, c'est que quand vous le faites en papier, carton, Velleda, tableau, vous pouvez avoir 100% d'activité dans un groupe. Quand c'est en numérique, c'est plus compliqué. Ce sont ceux qui sont au clavier, ceux qui sont proches de la production, qui sont actifs. Les autres peuvent être perdus. Ou alors, comme c'est numérique, et puis que ça va être, d'un point de vue esthétique, réorganisé, bah, ils attendent la production finale. Alors que quand c'est prototypé, changé, et que le schéma qui est au tableau, il va bouger, il y aura des corrections, ils sont obligés de rester actifs. Parce qu'il va se passer des choses intéressantes avant la production finale. Donc voilà, je n'ai pas le temps de vous donner la méthode en détail, mais en gros, on leur fait répondre aux mêmes questions, ils tournent, ils complètent. Il y a des méthodes, par exemple ici, tableau tournant, 3 rotations de 3 minutes, ça permet de produire 15 minutes de schéma et d'explications, beaucoup plus performantes que si je les prenais en plénière pour faire un cours de 15 minutes. Et puis les étudiants font cours. Donc ça, c'est une méthode, mais vous n'êtes pas obligé de renverser votre classe. Hein. Vous pouvez très bien dire, moi je garde ma méthode, mais le chapitre 12, celui-là, vous ne l'aimez pas. Il est au programme, mais de toute l'année, vous savez que ce chapitre-là, c'est le pire moment de votre programme. Eh bien, bougez-le celui-là. C'est-à-dire, gardez la méthode que vous aimez bien et imaginez une méthode complètement innovante avec le chapitre 12, celui que vous détestez, celui que les élèves détestent. Mais il faut le faire. Vous leur dites, faites-le vous-même, le chapitre 12, moi j'aime pas. Et vous le faites travailler différemment. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Ben, enseignez-moi le chapitre le plus pourri de mon programme. Et les étudiants, vous leur donnez une méthode, ils vont produire quelque chose qui va vous estomaquer. Vous allez revenir, discuter avec les autres profs en disant, punaise, c'est le chapitre le pire de mon programme, et de la façon dont on l'a travaillé, c'est passé quelque chose. Et ça vous donne presque envie, parfois, de changer le chapitre que vous préférez, ou une partie de ce chapitre-là.
Même chose pour les interrogations. On fait des interrogations inversées. Alors moi, je vais vous faire rêver, hein, pour certains d'entre vous. Je ne corrige plus de copies chez moi. Plus de correction de copies le week-end. Par contre, j'ai des devoirs. Je suis le seul à avoir des devoirs à la maison. Donc quand je rentre chez moi, et si je dois travailler 2 heures, franchement, je préfère faire mes devoirs et répondre aux questions de mes étudiants plutôt que de corriger 50, 60 copies avec toujours le même barème, les mêmes questions. Ça, je le garde pour l'examen, parce que pour l'examen, il y a toujours cette correction de cette manière-là, même si on l'a changé un peu. Mais innover avec des étudiants et des méthodes, c'est aussi le faire dans l'évaluation. Vous savez, on peut innover dans la transmission des connaissances, on peut innover de manière à augmenter l'interactivité, les liens entre les élèves, on peut innover dans l'innovation. Les profs les plus réfractaires à l'innovation pédagogique en cours, quand vous leur dites en salle de prof, moi je ne corrige plus de copies, ou alors le devoir en do it yourself, ça on l'a testé, c'est monstrueux, 8h du matin, 50 élèves arrivent dans une salle, 10h du matin, 2 heures après, les 50 copies sont corrigées. Il n'y a plus qu'à les porter les notes au secrétariat. Là, vous dites aux collègues dans la salle de prof, « Ah, je vais porter mes notes au secrétariat. Ah, t'as corrigé ce week-end ?» Non, non, c'était le DS de maintenant, ils viennent de se terminer, mais ils ont tout fait. Hein. Ils ont fait les questions, ils ont fait les plans, ils ont fait les corrections. Et le système des tableaux tournants, alors ça peut se faire en papier, ça peut se faire en numérique. Moi, j'ai des collègues, moi j'enseigne la génétique, mais j'ai des collègues en marketing, gestion, financement, en droit et en langue, qui créent des examens entièrement organisés par les étudiants. Et vous savez que c'est compliqué, hein, parce que si vous demandez à un étudiant, c'est facile de construire un examen. Oh là là, non. Il faut connaître le cours. C'est facile de faire un barème. Oh bah encore moins. Et il faut comprendre le type de questions qu'on pose. Et c'est facile de corriger la copie d'un prof. Alors là, parce que moi, quand je fais mes devoirs, des fois je réponds bien, des fois j'ai 20 sur 20. Hein. Quand je m'aperçois que les élèves ont super bien bossé, belles questions, bien organisées, je réponds du mieux que je peux. Des fois, je leur dis, j'ai droit au document. Souvent, ils me disent non. Hein. Mais là, j'ai du mal à avoir 20. Mais en tout cas, j'ai des bonnes notes. Mais quand j'ai un groupe d'étudiants qui ne se foulent pas, hein, du genre, ils sont 6 étudiants, et tout ce qu'ils ont trouvé à me poser comme question, à quoi sert l'ADN 10 points. Là, je me dis, ils ne sont pas foulés. Je dis, je ne sais pas, alors j'ai 0. Ou alors je dis l'ADN, oh, trop facile, acide désoxyribonucléique, c'est une molécule qui contient du désoxyribose, qui est un sucre. Ah bah oui, l'ADN c'est une réserve de sucre, c'est-à-dire que quand la cellule a faim, elle mange son ADN. Là, j'ai pas 0, j'ai 0,5, hein, parce qu'ils mettent un demi-point pour le désoxyribose. Mais vous savez, les élèves, ils mettent des notes, mais ils doivent ils mettent des annotations aussi. Hein. Bon élève, mauvais. Mais ils doivent me donner la correction. Ah bah oui, hein, et quand j'ai 20 sur 20, il n'y a plus de correction à faire. Par contre, quand j'ai 0 sur 20, je ne vous raconte pas le boulot de la correction. Hein. Donc ils ont vite compris que plus j'ai des bonnes notes, moins ils ont de boulot à faire à la maison. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du semestre, mon niveau augmente en notes. Donc c'est la façon dont... vous voyez, il n'y a pas que des lieux, il n'y a pas que l'organisation. C'est le type de méthode. Moi, je vous parle d'une méthode que je pratique, mais Vincent Fayet, par exemple, il utilise cette méthode-là. Lui, il a des méthodes extraordinaires. La classe mutuelle, faites-le. Hein. Faites-le une seule fois. 1 heure de cours ou 55 minutes de cours, il la coupe en 3 séances. Pendant 20 minutes, il fait le cours classique. Il a réduit tout son cours en 20 minutes. Et là, il est comme vous devant moi, ou moi devant vous. 20 minutes de cours, c'est du concentré. 20 minutes après, il demande à ses élèves, quels sont celles et ceux qui ont presque rien compris 10%. Hein. Alors, il y a 10-15 élèves, souvent c'est les mêmes, ils n'ont rien compris. Allez au fond de la classe, il y a des petits îlots, j'arrive. Et puis, quels sont ceux qui ont presque tout compris? Alors, c'est toujours les 3, 4 ou 5. Alors, ceux-là, s'ils sont 3, 4 ou 5, il fait 3 ou 4 ou 5 îlots. Donc, il fait un groupe de 6, un groupe de 4, un groupe de 3. Et il leur dit, je vous donne un quart d'heure, vous préparez des questions, vous essayez de discuter entre vous, mais on va travailler sur vos questions, et comme il y en a au moins un qui a tout compris, eh bien, ça devrait fonctionner. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller remettre à niveau ceux qui ont des difficultés. Et pendant 20 minutes, il travaille avec ceux qui ont des difficultés, et il refait le cours, les 20 minutes, un peu moins, en simplifiant, en les aidant, et les autres discutent. Et le dernier quart d'heure, 20 minutes, ils font une plénière. Et donc, vous avez une salle qui est organisée en ligne, en îlot, ça bouge. Et donc, elle est flexible, sa classe. Et là, il y a des questions qui fusent des élèves qui ont compris ou qui pensaient avoir compris. Ah ben nous, on pensait ceci parce que Thibaut, il nous a dit que... Ah, mais Thibaut, il pensait avoir compris, mais c'est pas comme ça. Et donc, voilà ce qui se passe. Et quand c'est terminé, 20 minutes à peu près, grosso modo, les 3-4 dernières minutes, il cristallise à la fin de son cours. Et il leur dit, vous savez, là, on vient de parler de la défaite de Napoléon à Waterloo, où on vient de parler du mécanisme enzymatique de l'ADN télomérase lors de la réplication des cellules eucaryotes, par exemple. Eh bien, il n'y a que 3 choses à retenir. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et si vous avez retenu ces 3 choses, pour moi, le cours, vous le savez. Et il cristallise à chaque fois.
Eh bien, les élèves qui font de la classe mutuelle, de temps en temps, ils supplient pour avoir 20 minutes, une demi-heure de classe normale. Donc, vous faites des alternances entre les endroits où vous faites de l'innovation et les endroits classiques. Donc voilà, des élèves sont au tableau, ils peuvent projeter. Ça, ce sont des anecdotes, je n'ai pas le temps de les échanger avec vous, mais ça sera avec grand plaisir pendant les ateliers ou si vous venez nous voir à Lille, j'aurai beaucoup de plaisir à vous montrer ces expériences. Ça, c'est une expérience, je pourrais la synthétiser, la résumer de manière très courte. Quand je prends plus de temps, elle a plus de saveur, mais je vais vous la faire de manière très courte. C'est un étudiant qui avait un niveau en dessous de 0. Ça faisait 3 ans qu'il a plus fait de biologie. Et quand j'ai expliqué au départ ma méthode de classe renversée, il est venu me voir le premier cours et il m'a dit, vous savez, monsieur, votre classe renversée, ça a l'air super la méthode avec les tableaux, tout ça. Mais avec moi et mes copains, vous allez avoir du mal parce que nous, on n'a plus fait de biologie depuis 3 ans. Alors quand je vois réplication, transcription, mutation, etc., moi je ne sais même plus comment est fait une molécule d'ADN. Donc je ne sais même plus ce que c'est qu'une molécule d'ADN, alors vos trucs. Et 3 mois après, cet étudiant, il est au tableau et il est en train de faire exactement ce schéma. Tous les dessins, vous voyez, sont originaux. Ils sont faits par Charles Hénin, un de mes collaborateurs. Tout est vrai là-dedans. Les étudiants, les crayons, il n'y a rien qui est copié-collé. Et le schéma que vous voyez au tableau, c'est exactement le schéma qu'a fait l'étudiant avec un peu plus de détails scientifiques. Donc je le regarde et je lui dis, mais t'es en train de faire quoi? Il y avait ses collègues, ses copains autour du tableau. Il dit, vous voyez bien, monsieur, je suis en train d'expliquer le mécanisme de l'opéron lactose. Vous savez, la bactérie, quand vous lui enlevez le glucose et que vous mettez du lactose, pour le digérer, elle doit produire de la bêta-galactosidase. Or, le gène est bloqué, il faut que l'opérateur... Et puis, il m'explique, il arrête sa phrase et il me dit pourquoi c'est pas bon? C'est faux ce que je dis? Je dis non, c'est bon ce que tu dis. Il y a des petites erreurs, mais c'est pas toi qui me disais il y a 3 mois que tu savais pas de quoi était fait une molécule d'ADN. Et là, tu es en train de m'expliquer la régulation d'un gène de bactérie. Alors il me répond monsieur, je sais toujours pas de quoi fait une molécule d'ADN. Mais ce mécanisme-là, j'ai tout compris, ça m'intéresse et j'ai envie de poser la question et d'aller voir. Donc quelquefois, vous avez des élèves, ils n'atteignent pas un certain niveau parce qu'ils ont été écœurés, largués lors des bases. Et donc vous pouvez, dans une classe, par exemple, faire des exercices collaboratifs avec des tableaux, des tablettes, mais vous pouvez aussi, comme Vincent Fayet, séparer des fois, comme on faisait dans les petits villages où l'instituteur, il avait différents niveaux dans la classe. Ben, pourquoi pas essayer de démassifier un petit peu les groupes qui sont devant vous. Une chose aussi très importante, et ça c'est les liens, les nouveaux liens. Quand vous faites de l'innovation pédagogique, vous allez créer des nouveaux liens qui n'existaient pas forcément avant. C'est le côté citoyen, revendicateur de l'étudiant. L'étudiant, il n'aime pas forcément le cours classique, mais vous pouvez lui en balancer des heures et des heures, il a l'habitude. Jamais il viendra, au bout de 10 heures d'amphi, vous dire « Monsieur, il y en a marre de l'amphi, vous ne pouvez pas faire autrement ». Parce qu'il n'aime pas, mais il est habitué. Donc, il avale. Tandis que quand vous faites de l'innovation pédagogique, tableau tournant, classe inversée, carte mentale, au début c'est génial, ils aiment, mais vous avez intérêt à varier et à connecter ça avec du cours classique, parce qu'ils se lassent très très vite de l'innovation. Et l'effet waouh, au bout de 3, 4, 5 semaines, ils viennent vous voir en disant, et sauf les bons élèves, hein, les 18 sur 20, bon monsieur, ça fait 6 semaines qu'on fait tourner les tableaux, hein. Comme le samedi soir, mais là, il y en a un peu marre parce que l'examen arrive et il serait peut-être temps de nous refaire du cours normal. Et là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous ne pouvez pas dire, mais non, on a toujours fait tourner les tableaux, c'est efficace. Et donc, il y a cette discussion avec les étudiants qui fait peur aux profs. Moi, j'ai une collègue en droit, elle avait fait une innovation pédagogique extraordinaire et elle a arrêté parce qu'elle n'a pas su gérer ce nouveau lien avec les élèves. Or, vous ne pouvez pas innover sans les élèves. Ça, c'est quelque chose de fondamental que moi, j'ai appris, Thierry et d'autres, en observant. L'innovation pédagogique, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas changer de méthode. Autrement dit, j'arrête le cours magistral et je fais de la classe inversée ou la classe mutuelle de Vincent Fayet, ce n'est pas une innovation pédagogique. Vous avez juste changé de méthode et imposé à vos élèves une autre méthode. Innover, c'est avoir des idées créatives, un but. Pourquoi vous voulez innover, d'abord? Pas innover pour innover. Pourquoi vous voulez innover? Et innover avec les élèves. Donc les élèves ont leur part. Donc si on fait tourner les tableaux, si on change des exercices, ils peuvent par groupe proposer des variantes. C'est pour ça qu'en innovation pédagogique, on travaille avec les élèves et ça crée un nouveau lien. Et Thierry mentionnait le management. On ne peut pas changer de méthode de management si on n'associe pas les collaborateurs. Et les collaborateurs ont leur part à dire. Donc innover, ça veut dire avec. Ce n'est pas vous, moi, le sachant, qui se dit cette méthode-là, elle est faite pour eux. Et puis innover, ce n'est pas qu'avec les élèves. Innover, c'est avec les collègues. Tous les collègues, même ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Donc nous, nos classes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, les fenêtres aussi, mais ils passent plus souvent par la porte,
enfin je parle des profs, les élèves, ça dépend des moments et de l'envie qui vous passe par la tête, mais les profs participent. Et le voyage apprenant dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, nous on en a fait des magnifiques, hein. La Silicon Valley, la Scandinavie, on est allé voir des choses incroyables. Mais le voyage apprenant le plus inspirant, c'est celui que vous faites dans la classe du collègue, qui vous invite dans sa classe, vous partagez des choses, et là, vous pouvez lui donner des idées, et en même temps vous inspirer. Donc quand vous avez des nouvelles façons de travailler, des nouveaux lieux, vous allez créer des nouveaux liens, mais pas dans la classe, des nouveaux liens dans l'équipe pédagogique. Et vous savez, dans les lycées et les collèges, moi j'interroge souvent des proviseurs de lycée et des inspecteurs académiques, ils nous disent « la salle des profs, j'y vais plus parce que quand je sors, j'ai le moral à zéro. La réforme, les programmes, le niveau des élèves, puis cette année j'ai eu la petite Mathilde et puis l'autre, comment tu fais ?» Et donc ils arrivent de bonne humeur et puis ils évitent. Maintenant, dans les établissements où il y a de l'innovation pédagogique, vous avez par exemple le prof de sport, le prof de philo, le prof de lettres, qui sont en train de discuter avec un schéma. Tiens, on va faire un tableau, on va tourner, on va faire ceci, tu viens dans ma classe, on fait des classes à deux. Et donc même le prof qui aurait envie de se plaindre parce qu'il a envie de transmettre sa mauvaise humeur, il leur dit « vous faites quoi ?»« Ah ben on fait une innovation. »« Ah bon ?» Et donc vous mettez à parler entre vous d'autres choses que toujours les sempiternelles méthodes. Donc voilà, ça s'appelle des ateliers de co-design, ça se fait dans des salles de profs, mais ça peut se faire aussi dans des lieux. Donc s'il y a aussi des lieux intéressants, en nouveaux lieux à envahir, ce sont des salles d'innovation pédagogique, même si on peut innover dans toutes les salles, mais créer des ateliers. Donc Thierry l'a souligné aussi tout à l'heure, nous on crée des formats d'ateliers très différents et on invite des profils très différents. Ça veut dire que, aussi pour résumer, il y a 6 ans, si vous étiez venu dans nos ateliers pédagogiques, il y avait 10 personnes, c'était que des profs et c'était toujours les mêmes profs. Maintenant, quand vous venez, il n'y a plus 10 personnes, il y en a 20, 30, 40 ou 50. Il y a 30%, 20%, 50% de profs, mais il y a des administratifs, des techniciens, il y a même des femmes de ménage, des jardiniers, il y a des entrepreneurs, il y a des managers, il y a des collègues, il y a des élus, il y a des curés, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui viennent et on travaille sur des méthodes parce que la pédagogie, ça veut dire marcher à côté, accompagner. Et souvent, des très bonnes méthodes d'innovation pédagogique ou de transformation des lieux, ben, par hasard, c'est un manager de chez Decathlon ou bien c'est un industriel d'une fonderie qui va vous donner la bonne idée, alors qu'entre profs de maths, entre profs de philo ou entre profs de je ne sais quoi, ben, on n'est pas capable de sortir cette idée. Voilà, faire confiance. C'est impossible d'envahir ces lieux, de créer des nouveaux liens si vous ne faites pas confiance aux élèves. C'est le mot fondamental, la confiance. Un autre mot, ça fait mal aussi, mais je le dis quand même, c'est le biologiste qui parle. Il faut lutter contre une maladie qui touche les profs. Vous la connaissez sans doute, c'est une maladie qui est infectieuse. Il y a des vaccins. Elle est infectieuse, on se contamine facilement. Il y a même des épidémies organisées. Cette maladie, ça s'appelle la programmite. Et on peut subir de programmite aiguë. Alors, dans les lycées, collèges, si vous préparez au bac ou à des diplômes généraux, c'est compliqué. Ça vous subissez. Par contre, à l'université, dans l'école d'ingénieurs et autres, on peut se dire, après tout, est-ce que ça a encore du sens de faire tout le programme à 100% s'ils ne comprennent que 50, 60, 70 ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas travailler un peu différemment pour que les élèves puissent accéder au programme un peu avec des temps différents ? Voilà, le numérique, j'en ai parlé. Le distanciel aussi. Là, on parle beaucoup de numérique dans cette réunion d'aujourd'hui. Mais vous savez, le numérique, c'est pas bon ou mauvais. Hein. Ça veut dire que c'est comme un couteau. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre les couteaux ? Ça dépend si c'est pour tartiner ou pour poignarder. Le numérique, c'est pareil. Et tous les problèmes qu'on attribue au numérique, au réseau, etc., c'est exactement les mêmes problèmes qu'on trouve en face à face, sauf que ça peut être un peu plus accéléré ou un peu plus amplifié. Faire travailler les élèves, le do it yourself, hein, fais-le tout seul, eh bien c'est aussi mauvais en classe qu'à distance. Par contre, do it with others, fais-le avec les autres. Hein. Les travaux collaboratifs, co-élaboratifs, les plateformes, ça c'est intéressant. Donc si vous arrivez, par exemple, à organiser votre salle de classe avec des îlots, des tables, des chaises, et que vous observez qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien en face à face, ben mettez-le en ligne. Mettez-le en ligne. De même que si vous faites du MOOC, du e-learning, plutôt que de recopier votre cours en MOOC et e-learning, faites par exemple des MOOC et des e-learning inversés, renversés, collaboratifs. Vous faites des escape games, vous faites de la gamification, de la ludification. Eh bien, faites-le en mode collaboratif. L'escape game, juste une phrase, hein, c'est d'enfer. Vous faites rentrer 50 élèves dans une salle, 50 élèves, et ils ont 1 heure pour sortir. S'ils sortent, le module est validé. Et il n'y a pas de correction de copie. Hein. Et pour valider le module, ils doivent résoudre 55 énigmes de toutes les parties du programme.
Alors après, vous validez des groupes, à voir comment. Mais on peut aussi imaginer de valider des modules par équipe, mettre des notes, et on sous-estime l'intérêt, on sous-estime l'utilisation du jeu, de la ludification. Je dirais que ce soit en présentiel ou à distance, ça s'appelle jeu sérieux, hein. Donc il vaut mieux jouer sérieusement que de faire un cours soi-disant sérieux où tous les élèves s'amusent et font autre chose. Voilà, varier les supports, ça c'est important. Donc n'aménagez jamais une salle qui soit entièrement numérique ou entièrement papier. Faites du mix et passez de l'un à l'autre. Les élèves, moi mes élèves, ils font des photos, ils utilisent des tableurs, ils font des liens. Il y en a même qui font des selfies à la fin du cours, ils font un selfie. On va effacer le tableau. Non, effacez pas le tableau, on va faire un selfie. Ils sont tellement fiers. Il y en a qui présentent un exposé et les autres applaudissent. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Alors, c'est pas un spectacle, hein, mais ça arrive. Hein. Des petits moments ludiques, ça, c'est incroyable. Vous créez une émulation et ça, c'est important. C'est plus facile à faire en présentiel qu'à distance. Voilà, je l'ai expliqué. On varie, hein, je dirais, les méthodes classiques, les méthodes collaboratives. Il faut faire des allers-retours, hein, 20 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et on bouge. Comme ça, votre salle est aménagée. L'enseignement académique, l'enseignement un peu plus innovant, les deux sont complémentaires. Ce qui marche très bien, c'est garder 80% de votre cours normal, 80%, et innover à 20%. Ça suffit. Ce n'est pas la peine de tout renverser. Des fois, innover qu'à 5%, c'est nickel. Ça suffit pour tout changer. C'est compliqué de tout changer. Donc vous voyez, l'innovation pédagogique qui crée des nouveaux liens dans des nouveaux lieux, ça n'est pas qu'une question d'aménagement, de finances, de numérique, de table ou de chaise. C'est aussi la façon dont vous créez la scénarisation. Et pour vous rassurer aussi, hein, certains plus que d'autres, mais votre scénarisation, vous pouvez la garder à 80-90% classique. Changez rien. C'est juste ces 5, 10, 15, 20% de différence qui feront que ça sera l'interaction. Donc moi, je compare souvent, c'est un terme qui a été utilisé, vous connaissez le terme de la canopée, hein. Donc ça fait référence à des choses, le mot canopée, les réseaux. La canopée, c'est le sommet des forêts amazoniennes et autres, hein, où il y a le plus de diversité, de complexité. L'innovation pédagogique, elle est plutôt à ce niveau-là, l'innovation. Je vais innover, chercher du nouveau. Par contre, vous ne pouvez pas étudier la canopée si vous sciez les troncs des arbres. Et si tout tombe par terre, ah ouais, je vais étudier la canopée, je vais tout scier, les racines, les arbres, c'est beaucoup plus facile, la canopée par terre. Mais tout crève, hein. Les profs, je termine. L'enjeu de l'innovation, c'est l'articulation, la jonction entre ce qui est nouveau, différent et ce qui est classique. Donc l'enjeu de l'innovation pédagogique, ce n'est pas de faire des choses nouvelles, c'est d'articuler la créativité, ce que vous imaginez, avec le classique. C'est ça l'enjeu. Et avec Thierry, ma collègue June, qui est chercheur, Marcel Lebrun à l'Université catholique de Louvain, donc là on travaille des laboratoires et des recherches, on observe que les profs qui innovent de manière les plus incroyables, qui osent faire des choses, c'est toujours des profs qui adorent faire des cours normaux, qui sont bons en amphi et qui dominent leur matière. Ça veut dire que si vous n'aimez pas faire un cours normal, si vous ne dominez pas bien votre matière, si vous ne savez pas transmettre une connaissance, n'allez surtout pas faire des serious games, des trucs comme ça, ou du numérique à 100%, parce que ça sera une catastrophe. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et on a un petit peu de temps pour répondre à vos questions, sachant qu'avec mes collègues, on restera toute la journée pour partager d'autres expériences avec vous. On va prendre quelques questions, si vous en avez, avant de passer aux ateliers. Elles peuvent arriver pendant la pause et pendant le café, hein, c'est bien. Oui. Ouais. On va passer tout de suite à la deuxième question, on dit. Thierry, je t'en prie. Okay. Bon, en tout cas, merci pour votre exposé, très intéressant. Mais je me pose juste une question, que je me pose depuis longtemps d'ailleurs. Il faut se poser des questions. Lorsqu'on fait l'innovation pédagogique, on augmente l'activité de nos étudiants beaucoup plus, et donc aussi leur fatigue. Donc, sur une journée ou sur une semaine, si tout le monde se met à faire de l'innovation pédagogique, nos étudiants ils vont finir épuisés. Je ne sais pas si vous organisez, si vous gérez ou si... C'est une très bonne remarque parce que la première fois, quand j'ai dit à mes élèves je vous propose une méthode nouvelle pour être plus interactif, etc., il y a tout de suite un élève qui a levé le doigt qui a dit « Monsieur, tout n'est pas la classe inversée. » Parce qu'on a déjà 2 profs qui nous la font, on n'en peut plus. Là. On n'en peut plus, trop de boulot. Et quand vous rentrez dans ma classe ou dans d'autres classes, vous avez l'impression que ça bouge partout. Et à la fin du cours, on fait des cours de 2 heures ou 3 heures, il n'y a pas de pause. Hein.
Ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Vous savez, on n'arrête plus tout le monde à la même heure, etc. Donc, ça bouge. Et ben, quand vous faites des ateliers collaboratifs avec des élèves ou avec des entreprises, ils sont fatigués parce qu'ils ont dû réfléchir, bouger, ils sont plus actifs. Attention, hein, y a un prof qui m'a dit une fois, tu crois que moi, quand je fais un cours dans un amphi, ils ne sont pas actifs, ils ne bougent pas, mais ça remue là-dedans. Hein. Donc il y a aussi une activité cérébrale qui fait que des fois, vous écoutez un prof dans un amphi pendant 2 heures, ça vous passionne ce qu'il dit. Mais quand vous sortez, vous êtes lessivé parce que vous êtes tellement concentré sur ces 95 diapos qu'à la fin, il vous faut... Et donc, effectivement, il faut faire du dosage. Il faut éviter il faut tenir compte du rythme. Donc il y a des moments, on peut lâcher, laisser, il faut tenir compte de ça. Sinon, vous avez l'effet inverse. Ils sont super intéressés, mais ça les épuise. Mais il faut tenir compte de ça, de la physiologie en fait. Après, quand tu ne fais pas de pause, tu tiens compte de la physiologie, parce que quand tu as 50 élèves, ils n'ont pas tous envie d'aller aux toilettes en même temps. Et pourtant, tu fais la pause à la même heure. Tandis que là, ils peuvent bouger, venir, de l'eau. Il y a des profs qui ont mis des bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau en cours. Dans des lycées, j'ai vu ça avec une prof. Elle a dit, nous, on a mis des bouteilles d'eau, une fontaine à eau. Elle dit, moi, j'ai augmenté mon niveau d'attention, mais de plus de la moitié, parce qu'un élève qui commence à être un peu comme ça, il boit un petit verre d'eau, il se passe quelque chose. Vous le voyez en réunion. Hein. Vous êtes en réunion, c'est un peu fatigant, conseil d'administration. Hein. Et puis, il y a un moment, il y a un petit verre d'eau, hop, ça peut repartir 3 minutes ou 4. Oui, je sens. Je voudrais revenir juste sur une pour savoir comment vous avez procédé. Au niveau faire le cours par les élèves, ça me paraît vraiment très, très, très bien. Comment vous y prenez? Parce que l'élève doit apprendre avant le cours. Enfin, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur... Ouais, donc moi, dans ma classe, les élèves n'ont pas de boulot à faire avant. Ils ne préparent pas. C'est-à-dire que je ne leur demande pas de travailler, par exemple, sur la réplication de l'ADN et après faire des exposés. Ça, on le fait. Hein, ça s'appelle des exposés bibliographiques. Ils travaillent, ils exposent, etc. Je leur fais chercher et moi, je suis à leur service. Je contribue. Pendant la production du cours, je deviens une ressource. Donc, je les aide. Et vous savez, quand vous avez 50 cerveaux connectés qui interagissent, c'est surprenant ce qu'on obtient. Allez voir quelque chose... Je pourrais vous donner plus de détails, hein, parce que là, dans l'amphi, c'est compliqué. Mais allez voir les expériences de... bon sang, l'Indien. Le trou dans le mur. Je le connais. J'étais avec lui l'autre jour en colloque. J'ai son nom au bout de la langue. Bon sang, c'est Sugata Mitra. Sugata Mitra, un Indien, professeur d'informatique, en Inde, 1999, dans les bidonvilles indiens. Il fait un trou dans un mur, il coule un mur en béton, il met un ordinateur, et il met un clavier et une souris, et il laisse les gamins du bidonville venir, qui ne parlent pas un mot d'anglais. Hein. Les premiers qui viennent, c'est des petits gamins, 7, 8, 9 ans, et ils bougent. Au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., ils savent bouger la souris, rentrer sur un site, connecter, bouger une image. Et les jours qui suivent, il y a des élèves plus grands qui viennent, 15 ans, 14 ans. C'est les plus jeunes qui leur apprennent. Ça s'appelle le trou dans le mur. Allez voir l'expérience, elle est monstrueuse. Il montre qu'on sous-estime de manière incroyable l'intelligence collective et la façon dont on peut apprendre sans avoir la transmission de la connaissance. Et ce qu'il fait aujourd'hui, Sugata Mitra, il a créé The School in the Cloud, l'école dans les nuages. C'est un réseau mondial. Il a obtenu un grand prix TEDx de je ne sais pas combien de millions de dollars pour son expérience. Et maintenant, il va dans des écoles. Et moi, il m'a expliqué ce qu'il fait. Il rentre dans une école. Il prend des élèves entre 6 ans et 9 ans, jamais plus. Il rentre dans une école et il pose aux élèves une question qu'aucun prof ou chercheur est capable de faire. Il leur dit, par exemple, c'est l'exemple qu'il m'avait donné l'autre jour, il m'a dit, j'ai vu des élèves de 6 ans, 7 ans, je leur ai dit, pourquoi est-ce que les larmes, elles sont salées? Alors il y a un élève qui lui a dit, vous allez nous donner la réponse? Non, trouvez. Et ils ont cherché ensemble, il les a laissés faire. Après, il y a un accompagnement. C'est monstrueux ce qu'ils ont obtenu. François Tadei, allez voir le centre de recherche interdisciplinaire à Paris et l'expérience qui s'appelle les Saventuriers. Ils font travailler des élèves de collège ou d'école sur des problématiques, sur des fourmis, et ils écrivent des articles scientifiques dans des revues avec reviewers. Et ça, au début, quand on me dit ça, moi-même au début, je dis c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il faut moins de 10 ans d'études. Eh bien, quand vous mobilisez une intelligence collective, on obtient des choses incroyables. Après, il y a des bases. Attention, moi, mes élèves, ils sont en 3e année de licence. Ils ont des bases. Mais on peut faire ça, des classes inversées, renversées. On peut faire produire... On a fait des expériences dans des lycées, des collèges. On a pris des collégiens, on les a mis en groupe et on leur a posé une question hyper compliquée. Par exemple, dans un chapitre d'histoire, par exemple, quel était le point de désaccord majeur entre Socrate et Platon sur la responsabilité sociétale de je ne sais pas quoi? Eh bien, je peux vous dire qu'en 20 minutes, ils trouvent. Donc, il faut voir, hein, quand vous mobilisez... Alors, il faut une méthode. Il ne faut pas leur dire allez-y comme ça. Il y a des méthodes. Mais vous découvrez aussi vos élèves de manière différente.
Ah oui, avec beaucoup de bienveillance, ouais, bien sûr. Mais ça, de la bienveillance, c'est aussi bien d'en avoir aussi dans un cours normal, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, mais c'est vrai. Peut-être une dernière question, et puis après on va rejoindre les ateliers pour essayer de conserver à peu près le timing qui était prévu. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense qu'elle est là, la dernière question. En D3, je regarde les lettres. Oui. Comment vous faites quand vous avez mis en place quelque chose et vous avez votre groupe en cours, vous l'avez, et en TD, il est coupé en deux groupes, et c'est une autre personne qui fait ce groupe, mais il ne rentre pas du tout dans votre démarche. Comment comment vous vous organiseriez pour pouvoir que les deux groupes avancent Moi, personnellement, je n'ai pas eu ce problème-là parce que mes collègues qui font les TP et TD, ça fonctionne bien. Ils me disent la façon dont tu fais travailler tes élèves en cours magistral, même s'il est changé, eh bien, il y a plus de questions, donc ils s'y retrouvent plus tôt. J'ai eu des problèmes avec des collègues en cours magistraux. Parce que la première année, maintenant je travaille avec eux, mais la première année, quand tu fais une innovation pédagogique, tu as envie de faire dans ta classe, et puis tu préoccupe pas trop de ce qui va se passer à côté. Et là, tu peux avoir un problème. Donc moi, j'avais des élèves, à chaque fois qu'il y avait une réponse fausse, à chaque fois qu'ils allaient au tableau et qu'il se passait quelque chose de compliqué, je leur mettais des points. Parce que je ne mets plus des notes sur 20. J'ai changé aussi la façon d'évaluer. Donc je valorise les erreurs, je valorise les prises de parole et je valorise les erreurs de base. Et donc, j'ai un de mes collègues, il faisait cours juste après moi, et il avait terminé son cours magistral, il se retourne, il dit « Est-ce qu'il y en a qui a une question ?» Il n'y a pas de question. « Ah bon, il n'y a pas de question, vous avez tous compris. Vous avez déjà vu pas de question, tout le monde a compris ce que je viens de dire. » Puis les élèves, ils sentent que vous êtes énervés, parce qu'il n'y a pas de question. Alors il y en a un, il dit bon, pour détendre, il lève le doigt, il dit moi j'ai une question. Alors il pose la question, et puis le prof, il lui répond « Ah ouais, non, mais quand je dis une question, c'est une question intelligente, hein, c'est pas minimum. » Et là, donc, effet inverse, hein, parce que, et l'élève qui lui répond « Ah ben, moi j'ai fait ça pour rendre service, vous savez, ce genre de question avec M. Caillé, j'ai 10 points. Hein. J'ai 10 points, et avec vous, je me fais assassiner. » Donc il faut aussi travailler les règles un peu de manière à ce que... On ne fait pas ça pour faire de la démagogie, hein, parce que c'est du boulot aussi. Hein, Après, bon. Voilà, je pense que c'est mieux d'arrêter pour que les ateliers commencent à l'heure, mais je reste parmi vous aujourd'hui pour partager ces expériences avec vous si vous le souhaitez. Merci encore à vous.